Quelle est, avec le téléphone portable, l'invention la plus diaboliquement anti-éducative de notre époque? C'est pas la télévision, c'est pas Internet, c'est un petit objet extrêmement pernicieux que je vous propose de jeter dès que vous rentrez chez vous ce soir. C'est la télécommande. C'est un objet très pernicieux, la télécommande. J'ai appelé ça, au sens de Lacan, un phallus high-tech. Le phallus au sens de la toute-puissance, vous savez. La télécommande, c'est ce qui permet de fermer la télévision à chaque instant, mais surtout de changer instantanément de chaîne dès qu'il y a une seconde qui vous ennuie, quoi. Tac, 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 tac. Bon, vous êtes là. C'est fantastique. C'est fantastique. Avec la télécommande, vous pouvez regarder en simultané un feuilleton américain, une émission, un documentaire animalier, une émission politique, un jeu, etc. Et puis surtout, dès qu'il y a quelque chose qui provoque chez vous la moindre, on ne va même pas parler de lassitude et tout, vous changez, mais bien évidemment, vous changez. Alors le problème, mais vous le savez comme moi, c'est que les gens qui fabriquent la télévision, qu'est-ce qu'ils ont compris depuis longtemps, enfin depuis que ça existe, la télécommande, ils ont compris qu'il fallait zapper avant le téléspectateur. Ils savent que vous avez la télécommande là, et ils n'ont qu'une seule hantise, c'est que vous, vos enfants, changiez de chaîne. Donc il faut qu'ils changent de chaîne dans la chaîne pour que vous ne changiez pas de chaîne. Donc ils vous bombardent d'images en permanence, avec des surenchères d'effets, même quand ils vous font des trucs sur l'actualité, sur je sais pas, la guerre entre les chiites et les sunnites en Afghanistan, ils vous mettent en fond sonore la bande-son du dernier film de Bruce Willis, et ils vous montrent ça comme un jeu vidéo. Même dans une émission très sérieuse, comme Envoyé spécial par exemple, parce que sinon, ils ont peur de vous ennuyer. Et quand ils donnent la parole à un homme ou à une femme politique ou à un intellectuel quelconque, jamais plus de 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 20 secondes maxi. Les gens, ils zappent après. S'ils zappent, ils sont perdus pour la chaîne, ils sont perdus pour la pub. Ah, c'est pas possible. Donc le gamin, il arrive en classe. Il n'y a plus de télécommande. Alors, heureusement, comme ils sont très astucieux, ils l'ont mentalisé, la télécommande. Elle est là-dedans. Ils zappent. Ils zappent. Et nous avons une espèce d'éclatement de l'attention qui est absolument total. Et nous ne pouvons pas rivaliser. Parce que dans cet éclatement de l'attention, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que c'est le plus spectaculaire qui gagne. Quand vous avez la télécommande, sur quoi vous vous arrêtez? Sur le plus spectaculaire. Sur le plus obscène. Mais pas obscène au sens sexuel du terme, nécessairement. Obscène au sens qui vous fascine, quoi. C'est obscène, c'est obscène parce que ça va creuser la blessure, ça va aller jusqu'aux parties les plus intimes du plus intime. C'est de la sidération dans ce que ça a de plus avilissant pour celui. Mais ça, on sait que ça va vous travailler, vous allez rester devant. Même chez les intellectuels, d'ailleurs. Les intellectuels regardent, d'après les enquêtes, les émissions les plus débiles en se donnant comme excuse toujours « je veux voir jusqu'où ils vont aller dans la débilité ». Mais ça n'est qu'une excuse. Hein? Parce qu'en réalité, ils sont comme les autres. Ils sont dans la sidération par rapport à ça. Ils sont dans la sidération. Il y a là un phénomène qui est devenu massif. Alors, je ne veux pas développer trop longtemps cela, mais juste quand même
vous dire à quel point la donne a changé. Nous sommes devant des gamins qui n'ont rien à voir avec les gamins qui fréquentaient l'école il y a encore 20 ans. Cette accélération fabuleuse, ces phénomènes que je viens de vous décrire et dont je viens de vous donner de manière humoristique une illustration de leur impact sont considérables et l'école et l'éducation en général doivent en tenir compte pour repenser, me semble-t-il, et avoir le courage de penser qu'il faut éduquer et que l'éducation, c'est aussi parfois prendre le contre-pied de ce qui peut être toxique, par exemple. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont toxiques pour les enfants. Et je le dis en toute simplicité, nous avons un rôle éducatif, non pas pour censurer ces choses toxiques, ce que la société n'accepterait pas, mais pour permettre aux enfants d'y réfléchir, de se mettre à distance et de voir la toxicité de cela. Alors, je ne vous propose pas de l'écouter parce que je sais que ça doit s'arrêter à la frontière, mais j'ai écouté récemment, moi, simplement pour m'instruire, presque une nuit complète sur Skyrock. Si vous passez en France, je vous en prie, passez une nuit sur Skyrock. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une expérience. Mais c'est une vraie expérience. On ne peut pas comprendre le comportement des ados aujourd'hui si on n'entend pas ce qu'eux entendent à longueur de soirée et de nuit. On ne peut pas le comprendre. Je viens de parler de Skyrock, j'aurais pu parler d'autres médias. Il y a là, évidemment, des phénomènes tout à fait fameux. Et ce n'est pas faire injure à Michel Serres, qui fait l'éloge de la petite poussette, que de dire qu'il a une vision un peu idyllique des nouvelles technologies. Un peu idyllique parce que si ces nouvelles technologies, bien évidemment, sont une formidable fenêtre sur le monde et un formidable outil de communication, c'est aussi, entre les mains de gens peu scrupuleux, un formidable rouleau compresseur de crétinisation. Je le dis avec toute ma conviction. Alors à partir de là, sortons de la réactivité et allons sur la construction de choses plus élaborées. Comment peut-on fonder l'éducation dans la modernité, repenser y compris les problèmes institutionnels que j'ai posés tout à l'heure au tout début de mon exposé, en se calant sur l'idée d'une pédagogie pour l'émergence d'un sujet. Je développerai rapidement, parce que le temps me manque pour aller dans le détail, 3 principes pédagogiques que j'ai déjà effleurés un petit peu. Premier principe pédagogique différé, deuxième principe pédagogique symbolisé, troisième principe pédagogique institutionnalisé. Différé, je l'ai évoqué, Kortchak est un maître en la matière, surseoir au passage à l'acte, pour laisser la pensée émerger entre la pulsion et l'engagement, formé à la liberté. La liberté, c'est construire quelque chose quand on sursoit à la pulsion, qu'on le passe au crible de notre intelligence et qu'on décide ou non de s'engager, mais qu'on le fait en toute connaissance de cause. Différer. C'est compliqué de différer. C'est-à-dire couper le téléphone portable, s'astreindre à ne pas réagir tout de suite, repasser par l'écrit de temps en temps. Moi, j'ai souvent rencontré des parents qui me disent « mais je ne peux pas parler à mes enfants, ils ne m'écoutent pas ». Et je leur fais toujours la même réponse. Vous ne pouvez pas leur parler? Écrivez-leur. Écrivez-leur. Prenez le temps de leur écrire, faites-leur une lettre et vous la laissez sur leur lit ou sur le bureau. Vous verrez qu'ils la liront. Oh, ils ne vous répondront pas tout de suite, pas le jour même, mais je mets mon billet qu'ils la garderont, qu'ils la reliront peut-être. Et puis réécrivez-leur demain, après-demain. Si vous avez des choses importantes à dire, repassez par ces instruments essentiels
qui permettent de surseoir à l'impulsion et de ne pas tomber, basculer dans le bras de fer, dans le corps à corps, dans ces espèces d'engueulades inutiles que sont souvent les relations entre adultes et enfants. Alors oui, apprendre à différer, fondamental, probablement un des éléments structurants d'une éducation pour la modernité. Symboliser. Symboliser, c'est d'abord être capable de se représenter ce qui n'est pas présent devant nous. Vous savez que la première symbolisation, chez Piaget par exemple, c'est la capacité de penser que parce que ce n'est pas parce que la balle est passée sous le canapé qu'elle n'existe plus. Et il y a des enfants qui n'ont pas construit ce qu'on appelle la permanence de l'objet, donc quand la balle roule sous le canapé, ils pensent que la balle n'existe plus. Parce qu'ils ne la voient plus, ils pensent qu'elle n'existe plus. Remarquez, vous me direz, il y a des adultes que quand ils ne vous voient plus, ils pensent que vous n'existez plus aussi. Hein. Bon. Ils n'ont pas construit la permanence de l'objet non plus. Hein. Bon. Mais bon, passons. Symboliser, c'est pouvoir nommer la balle, même quand on ne la voit pas. C'est pouvoir parler de la balle qui n'est pas présente. C'est pouvoir parler de choses en les mettant à distance. Mais c'est aussi, et c'est très important pour moi, donner forme à ce qui nous habite. Pourquoi il est si important de continuer à raconter le Petit Poucet aux enfants ou d'autres histoires? Parce que de quoi cause le Petit Poucet? De quoi ça parle? Ça parle de ceux qui hantent tous les enfants, la peur d'être abandonnés par leurs parents. Alors bien sûr, moi, instituteur ou institutrice, je pourrais dire au petit Mathieu, t'as pas peur Mathieu que ta maman vienne pas te chercher aujourd'hui à 4h30? Bon. C'est pas, professionnellement parlant, un geste pertinent. Mais je peux lui raconter le Petit Poucet. Et le Petit Poucet, c'est formidable parce que je lui parle de lui sans le violer dans son intimité. Je lui parle de lui. Il reconnaît des choses qui l'habitent, mais qui prennent une forme qui les rendent saisissables, ces choses-là, et qui leur permet de les traiter, qui permet à l'enfant de les traiter sur le plan symbolique. De quoi ça parle, le Petit Poucet? D'un ogre. Un ogre qui mange les enfants. Bien sûr, je pourrais, parce que moi j'ai fait deux, 3 cours de psycho, je pourrais dire, mais t'as pas peur que ta maman, à force de te serrer si fort, elle t'étouffe? Parce que tu sais, tous les psychos l'ont dit, hein, l'amour, ça peut étouffer, quoi. Oui, puis toute la littérature aussi ne fait que dire ça. Hein. Comment aimer quelqu'un sans l'étouffer ou être aimé par quelqu'un sans être étouffé par lui, quoi. Personne n'a la réponse à ces questions. En tout cas, il vaut mieux, parce que sinon, il n'y aurait plus de littérature, plus de cinéma, plus rien. Donc, comment aimer quelqu'un sans l'étouffer? C'est la question de l'ogre. Comment on peut aimer sans manger, aimer sans détruire, aimer sans kidnapper la liberté de l'autre? Personne dans cette salle n'a la réponse, ou alors s'il l'a, il faut vraiment le faire savoir, et puis, enfin, plus exactement, non, il vaut mieux pas ne pas le faire savoir, mais l'enfant, il a cette question-là. Mais je ne vais pas lui faire de la philosophie, je vais lui raconter le Petit Poucet, c'est-à-dire que je vais lui donner un récit à travers lequel il va reconnaître implicitement puis explicitement ce qu'il vit, et il va, à travers le symbolique de ce récit, pouvoir comprendre ce qu'il vit et non plus être manipulé par ses pulsions, mais les manipuler lui-même. Il y a là quelque chose de fondamental. Et en plus, ce récit, il a un atout fabuleux. C'est que ce récit relie ce que chacun a de plus intime avec ce qu'il y a de plus universel. C'est extrêmement intime, ma relation avec mes parents. Mais si je trouve un livre qui m'en parle, je suis en quelque sorte en relation avec toute la dimension anthropologique de cette question. Et puis,
Grâce au symbolique, dans le domaine scientifique par exemple, eh bien, on peut construire des modèles d'intelligibilité du monde. Et ce monde qui était une espèce de truc, un ensemble d'objets plus ou moins convoités, devient un fabuleux trésor dans lequel on va découvrir des richesses intellectuelles que l'on va avoir plaisir à s'approprier. Symboliser, c'est faire entrer l'enfant dans la jouissance de la pensée et non pas dans la jouissance de la possession. Et je crois qu'il y a là une interpellation majeure pour les éducateurs et les institutions éducatives aujourd'hui, qui est de prendre le contre-pied d'un monde où la jouissance est dans la possession pour instituer dans la classe, dans la famille, dans les associations, partout où c'est possible, un monde où la jouissance est dans la pensée, dans l'intelligence, dans la compréhension. Et les gamins, j'en suis convaincu, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Ils sont passionnés par les grandes questions. Pourquoi croyez-vous qu'ils iraient voir des films gore, des films de science-fiction, qui mangeraient du manga à longueur de journée, si les questions anthropologiques fondamentales, les questions de la physique, de la conception du monde, de l'origine de l'univers, c'est-à-dire toutes les grandes questions des savoirs contemporains, ne les hantaient pas comme nous, bien sûr que ça les hante. Mais notre école a perdu, en quelque sorte, cette capacité à faire ressentir à celui à qui on transmet ce tressaillement anthropologique des savoirs, qui fait que savoir, ça paierait, saveur, savoir, c'est avoir du plaisir, parce qu'on comprend ce qu'on ne comprenait pas, et qu'on se dit, oui, je comprends, oui, c'est formidable, je comprends, les yeux pétillent, l'intelligence pétille. Le gamin, il se trouve devant le monde, et là où il y avait du brouillard, il voit des formes, il voit progressivement, et il se découvre intelligent. Alors, recentrer l'école sur la symbolisation, c'est la recentrer sur la culture. Je le dis souvent, c'est enseigner les savoirs comme culture et se dégager d'une conception utilitariste des savoirs en termes de simples compétences techniques. Différer, symboliser, institutionnaliser. Institutionnaliser, c'est reconstruire des murs symboliques à l'école. C'est permettre une cohérence. C'est permettre une cohérence en un seul mot, parce qu'on peut voir cohérence. Non, non. Ça, c'est ce que nous faisons actuellement. Il faut passer de la cohérence à la cohérence avec un H. Une cohérence éducative autour de principes simples. Institutionnaliser, c'est lutter contre le fractionnement de l'institution scolaire, c'est mettre en cohérence les interventions éducatives des adultes, c'est construire du collectif, et un collectif où les interdits, parce qu'il en faut, autorisent, comme les feux rouges permettent aux autres de passer au feu vert. Institutionnaliser, c'est retrouver avec nos enfants le sens d'institutions qui structurent et qui sont fécondes, dans lesquelles chacun peut avoir sa place et protégé, peut s'exprimer. Alors je nous inviterai volontiers ce soir, à partir des défis de la modernité, à repenser notre éducation, que ce soit familiale, scolaire, à travers les médias, à travers le tissu associatif et culturel, de la repenser à travers ces trois verbes, et en nous demandant à chaque instant si nous faisons ou pas cela. Est-ce que nous apprenons à différer? Est-ce que nous donnons à symboliser? Et est-ce que nous sommes capables d'institutionnaliser et non pas de laisser filer le pulsionnel ou le n'importe quoi dans une espèce d'aléatoire où plus rien n'est prévisible et où donc l'enfant
est en perte totale du moindre repère. Ce que je dis là pourrait apparaître à certains peut-être, mais ce serait contradictoire avec ce qui a été dit tout à l'heure, comme une sorte de refrain un peu nostalgique. Ça n'en est absolument pas le cas. Je ne suis nullement nostalgique de l'éducation d'antan, qui était une éducation essentiellement théocratique et qui était fondée sur des principes qui, de toute façon, n'opéreront plus aujourd'hui et ne peuvent plus opérer aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il nous faut trouver quelques principes forts pour restructurer nos systèmes. Alors on peut évidemment les réparer, on peut aussi les refonder, les restructurer, les reconstruire, les mettre à l'épreuve d'exigences, et je vous en propose 3 qui me paraissent aujourd'hui fondamentales. Alors la crise de l'éducation que nous traversons, c'est une crise difficile. La crise des systèmes scolaires que nous traversons est une crise difficile, éprouvante pour les enseignants, qui la vivent souvent d'une manière dépressive, en intériorisant l'échec, et c'est tout à leur honneur, parce qu'ils n'aiment pas l'échec, et ils ne veulent pas produire de l'échec. Mais cette crise de l'éducation, nous ne devons pas, je crois, la vivre de manière fataliste, ni catastrophiste. Nous avons jusqu'à demain, remarquez, avant la catastrophe, donc on a encore 24 heures. Mais cette crise de l'éducation, nous devons, j'en suis convaincu pour ma part, en tout cas c'est ce que je voudrais, la considérer comme une chance. Une chance dès lors que nous serons capables de fonder cette éducation sur l'exigence de la formation à la démocratie. Vieille idée de Kant, sapere aude, ose te servir de ta raison. Fonder l'éducation sur la formation à la démocratie, c'est exigeant. C'est pas facile. Nous ne savons pas encore faire, de toute évidence, et nous avons du pain sur la planche. Mais c'est une chance formidable pour faire un sacré pas en avant. Et puis la crise de l'éducation que nous traversons peut être aussi une chance dès lors que nous serons capables, et c'est difficile, de ne plus confondre les finalités de l'éducation avec ses modalités historiquement datées et dépassées. C'est compliqué parce que les modalités, par exemple celles du système scolaire, nous apparaissent aujourd'hui comme des modalités quasiment inamovibles. La notion de classe, par exemple. On se dit, on a toujours enseigné par classe et on n'enseignera toujours que par classe. Moi, je ne sais pas. D'abord, historiquement, c'est faux. La classe n'a que 2 siècles. Puis en plus, peut-on dire qu'il n'y a pas d'autre modalité d'enseignement que la classe? C'est pas sûr. La classe, c'est une modalité d'organisation du système. Ce n'est pas une finalité en soi. Le système n'a pas pour objectif de mettre un prof devant une classe et puis de dire « ça y est, on a fait notre travail, tout est gagné, il n'y a plus rien à faire ». Nous avons à repenser les modalités à travers nos finalités. Et ça demande un vrai effort, une véritable inventivité. Alors oui, cette crise de l'éducation peut être une chance pour nous dès lors que nous serons capables d'inventer des institutions et des pratiques pédagogiques à la hauteur des enjeux de notre temps. Les enjeux sont importants, mesdames et messieurs. J'en ai évoqué quelques-uns avec vous et ils imposent plus que jamais que nous ayons ensemble, et ça ne sera pas facile, le courage, et c'est un vrai courage, d'éduquer. Merci de votre attention.